La Russie et la Chine semblent former un duo idéal sur le papier, s'opposant toutes deux à l'Occident en tant que géants autoritaires. Mais la vérité est que leur soi-disant amitié sans limite s'effondre. La Russie, autrefois une superpuissance, est maintenant affaiblie par sa guerre désastreuse en Ukraine et une économie en déroute. La Chine a observé, attendu, et maintenant pourrait être le moment idéal pour agir. Et si la Chine décidait d'arrêter de jouer gentiment et d'obtenir ce qu'elle veut par la force, ce n'est pas qu'une théorie farfelue. L'armée russe est étirée à l'extrême, laissant son Extrême-Orient, riche en ressources, quasiment sans défense. Un mouvement de la Chine pourrait déclencher un conflit massif, qui ébranlerait le monde. Cette vidéo explore ce qui pourrait arriver si la Chine profite de la vulnérabilité de la Russie, un scénario plus plausible qu'il n'y paraît. Restez attentifs, les choses pourraient vite devenir intéressantes. Avant d'explorer un conflit Chine-Russie aujourd'hui, analysons les forces et faiblesses de la Chine, par rapport à l'état actuel de la Russie, et sa capacité de résistance. Cette compréhension est essentielle pour saisir les dynamiques potentielles d'une confrontation entre ces deux puissances. Alors, quels sont les atouts de la Chine dans ce conflit ? Eh bien, pour l'essentiel, c'est une question de ce qui joue contre la Russie. La guerre en Ukraine a grandement épuisé les ressources militaires russes, laissant ses forces extrêmement tendues et ses capacités considérablement réduites. Il y a aussi le fait que les troupes russes ne veulent plus se battre. Pas en Ukraine, et surtout pas contre un nouvel adversaire redoutable comme la Chine. Même s'ils voulaient te combattre, ils feraient face à un autre problème majeur. Ils n'ont pas grand-chose pour se battre selon l'état-major des forces armées ukrainiennes. La Russie a perdu 87 668 chars, 17 222 véhicules de combat blindés, 25 023 véhicules et des réservoirs de carburant, 18 333 systèmes d'artillerie, 1195 systèmes de roquettes à lancement multiples, 949 systèmes de défense aérienne, 369 avions et 328 hélicoptères, 15 628 drones, 28 navires et bateaux et un sous-marin. Ce n'est pas seulement un décompte de matériel, c'est un effondrement catastrophique de la puissance militaire avec un tel inventaire stupéfiant de pertes. La question se pose, comment une armée peut-elle s'attendre à répondre aux menaces, surtout d'une puissance montante comme la Chine, quand elle est dépourvue de ses actifs les plus vitaux? La réponse est simple, elle ne peut pas. Surtout lorsque la guerre en Ukraine a révélé que l'armée qui était autrefois considérée comme la deuxième plus forte du monde n'est rien de plus qu'un tigre de papier en essence. La Russie ne peut déchaîner l'enfer que sur des adversaires nettement plus faibles. Les séparatistes tchétchènes, l'armée géorgienne, les groupes rebelles syriens, mais face à une force militaire moderne, la façade soigneusement construite de la Russie s'écroule en cendres. Même une petite quantité de matériel de l'OTAN envoyé en Ukraine a suffi à exposer les insuffisances de l'équipement russe et les faiblesses au sein de ses rangs. Imaginez les conséquences d'une confrontation majeure avec une superpuissance comme la Chine. Un pays qui travaille sans relâche à moderniser les capacités de l'armée de libération du peuple dans tous les domaines de la guerre, comme le dit le département de la défense américain, sur Terre. L'armée de libération du peuple, PLA, continue de moderniser son matériel et de se concentrer sur la formation combinée et conjointe dans le but de devenir une armée de classe mondiale. Au-delà du matériel militaire, la Chine a œuvré pour créer une armée jeune et experte en technologie. Dans ce but, la Chine a révisé sa loi sur le service militaire en 2023 visant à recruter et former des étudiants en sciences et en ingénierie pour un éventuel conflit. Cette révision facilite la mobilisation des personnes en cas d'urgence, le retour des anciens militaires à leurs unités et tâches, et adapte le processus de conscription aux besoins du gouvernement. En d'autres termes, la Chine prépare le terrain pour une force militaire hautement adaptable qui est non seulement plus grande, mais aussi plus intelligente et plus capable d'exploiter la technologie dans tout conflit futur. Cependant, la Chine n'a pas vraiment de problème au niveau des chiffres. Selon l'index Global Firepower, la Chine domine les catégories clés de la puissance militaire, avec la plus grande armée en service actif au monde. Avec plus de 2 millions de soldats en service actif et un pool disponible total de plus de 763 millions, la Chine détient un avantage stupéfiant en termes de ressources humaines. Cet avantage concerne pratiquement tous les pays du monde, y compris la Russie, qui a effectivement perdu presque tous ses soldats aguerris, ceux-là même qui apportaient de l'expérience et de la finesse tactique sur le champ de bataille. Bien sûr, la Terre n'est pas le seul théâtre où la Chine a le dessus. En mer, l'armée de libération du peuple chinois a réussi à construire la plus grande marine du monde, avec une force de combat globale dépassant 370 navires et sous-marins, dont plus de 140 combattants de surface majeure.
De plus, la marine est principalement composée de navires multimissions modernes, renforçant sa capacité à projeter sa puissance bien au-delà de ses côtes. En 2022, la marine a lancé son 3e porte-avions, le CV-18 Fujian, avec des plans pour un 4e déjà en cours. La Russie, par contre, possède un seul porte-avions, que le télégraphe britannique désigne comme le malheureux amiral Kuznetsov, et ce pour une bonne raison. Hors service depuis 2018. Difficile d'affirmer sa domination navale avec un navire principal, qui est plus une relique flottante qu'un bâtiment prêt au combat. Pour les cieux, beaucoup donneraient instinctivement l'avantage à l'armée de l'air russe, connue pour son héritage et son arsenal redoutable. Cependant, cette perception omet une réalité essentielle. Alors que la Russie peut se vanter d'une impressionnante flotte d'avions, son efficacité opérationnelle est pour le moins douteuse. La preuve irréfutable réside dans le fait que l'Ukraine, malgré sa force aérienne réduite, a empêché la Russie d'établir une supériorité aérienne depuis plus de 2 ans et demi. Imaginez comment cette force se comporterait face à la plus grande force aérienne de l'Indo-Pacifique, l'armée de l'air de l'armée populaire de libération, ou armée de l'air de l'armée populaire de libération. La armée de l'air de l'armée populaire de libération rattrape les forces aériennes occidentales, modernisant sa flotte avec des avions construits en interne et une large gamme de drones, aussi appelés véhicules aériens, sans pilote. Il était maintenant parfaitement clair que la Russie se trouverait largement dépassée dans une confrontation avec la Chine, qui est maintenant, sans aucun doute, la 2e plus puissante armée du monde. Cependant, même si tous les efforts de l'armée populaire de libération sont dirigés vers le renforcement de la capacité à combattre et à gagner des guerres contre un ennemi fort, il y a quelques aspects qui travaillent contre la Chine dans un conflit potentiel. En bref, premièrement, la Chine n'a jamais participé à une guerre moderne. Malgré la contribution du pays en personnel aux missions de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, environ 50 000 sur les 31 dernières années, il est incertain de savoir comment son armée se comporterait dans un combat à hauts enjeux. Vu l'amour partagé des 2 pays pour l'exagération et la propagande, la Chine pourrait s'avérer être une Russie 2.0, plus de paroles que d'actions. Deuxièmement, la dernière guerre menée par la Chine contre le Vietnam en 1979 s'est terminée de manière plutôt ignominieuse pour elle. Le pays a revendiqué la victoire, mais n'a pas réussi à empêcher le Vietnam de chasser Pol Pot du Cambodge, manquant ainsi ses objectifs stratégiques. Même si Pékin peut vanter sa puissance militaire, l'histoire a montré que dans les situations critiques, la Chine peine à traduire cette puissance en succès tangible. Fait cruellement défaut est également l'expression parfaite pour décrire la formation que suivent les troupes chinoises, ce qui constitue le 3e désavantage pour la Chine. Cette situation dure depuis si longtemps qu'elle est devenue un précédent, les commandants utilisant de plus en plus les troupes pour le travail physique plutôt que l'entraînement au combat. Quatrièmement, les forces armées chinoises souffrent de corruption, de favoritisme du parti et d'une mauvaise rémunération, ce qui nuit gravement à leur capacité de combat. Mais en fin de compte, est-ce que ces facteurs importent vraiment si la Chine devait affronter un adversaire aussi assiégé que la Russie? Pas vraiment. Du moins pas de manière qui compte. Même avec tous ces désavantages, la Chine aurait le dessus dans un conflit contre la Russie. C'est aussi clair que le jour. Comment se déroulerait réellement un conflit entre la Chine et la Russie? La région russe, que la Chine attaquerait en premier, ne fait aucun doute. L'extrême-orient, région riche en ressources à l'est de la Russie, représente environ 41% du territoire total du pays. Il est également certain que la Chine rencontrerait peu de résistance au début. En résumé, la Russie manque de main-d'œuvre et d'équipement pour mener une guerre sur 2 fronts actuellement. Les minorités ethniques d'Extrême-Orient ont déjà quitté les défenses de la région pour l'Ukraine, la rendant vulnérable. Il est donc probable que la Russie ne pourrait pas empêcher une invasion complète de sa région, la plus à l'est. Imaginons maintenant le déroulement d'une telle invasion. Étant donné le succès de la Chine dans l'utilisation d'opérations cybernétiques perturbatrices, il est probable que ces unités d'élite seront les premières à lancer une offensive coordonnée ciblant l'infrastructure déjà affaiblie de la Russie. En un instant, l'extrême-orient russe serait presque aveuglé. Les communications par satellite, les réseaux de défense aérienne et les systèmes radars seraient rapidement désactivés, plongeant l'armée russe dans le chaos. Comme la Chine compte sur l'élément de surprise, elle devrait utiliser cet avantage initial au maximum et semer le chaos dans la région. Pendant l'offensive cybernétique, des chasseurs furtifs Jivin et des bombardiers stratégiques H-6 décolleraient pour lancer des frappes de précision sur des installations militaires clés. Les bases aériennes russes, situées près des villes comme Vladivostok et Khabarovsk, seraient visées, paralysant toutes les capacités de défense restantes. En quelques heures, la plupart des systèmes de défense aérienne de la Russie dans la région, y compris le système de missiles solaires mobiles S-400 déployé en service de combat à Nakotka, seraient rendus inopérants, soit par des frappes directes,
soit par des brouillages par les unités de guerre électronique de la Chine. En même temps, la mer se transformerait sans doute en champ de bataille. La Chine enverrait ses destroyers de type 0, 5-5 et ses sous-marins capables de missiles balistiques de type 0, 9-4 qui se cachent dans la mer d'Okhotsk pour déchaîner des missiles anti-navires supersoniques, Wyazhi 12B contre la flotte du Pacifique de la Russie stationnée à Vladivostok. La cible principale serait probablement le navire amiral de la flotte du Pacifique, le célèbre Variag, mais l'objectif global serait d'incapaciter ou de détruire la plupart des navires opérationnels de la flotte. Étant donné comment la flotte de la mer Noire a été humiliée par l'Ukraine, un pays sans marine, la flotte du Pacifique n'aurait aucune chance contre l'assaut de la plus grande marine au monde. À ce stade, l'armée populaire de libération pourrait sûrement lancer une invasion terrestre. Jusqu'à 100 000 troupes franchiraient la frontière, se dirigeant vers leur première cible urbaine, Vladivostok. Cette ville, la deuxième plus grande du district fédéral de l'Extrême-Orient, n'est qu'à 28 miles de la frontière Chine-Russie. L'assaut sera donc rapide et décisif. Les forces chinoises encercleraient la ville, utilisant une puissance de feu écrasante pour éliminer toutes les défenses russes restantes. En quelques jours, la ville serait conquise par les Chinois. Cette capture rapide de Vladivostok enverrait sans aucun doute des ondes de choc à travers la région, signalant que l'ascension militaire de la Chine n'est plus une possibilité lointaine, mais une réalité flagrante. La Chine pourrait s'inspirer de la Russie et présenter une intervention militaire à Taïwan comme nécessaire pour protéger la population chinoise locale contre l'oppression et la discrimination. Après tout, l'Extrême-Orient russe compte une forte population de citoyens chinois, estimée par certains à plus de 2 millions. Mais quel que soit le récit choisi par le gouvernement chinois, une chose est sûre. Après Vladivostok, l'armée populaire de libération ciblerait Novosibirsk, la plus grande ville de Sibérie. En observant une carte, vous constaterez que la Mongolie est un pays plus proche de Novosibirsk que la Chine. La Mongolie pourrait servir de voie d'accès involontaire pour que les forces chinoises pénètrent dans les territoires vulnérables de la Russie. Vous vous demandez peut-être pourquoi la Mongolie aiderait la Chine à attaquer la Russie. Après tout, le pays vient de réaliser son premier exercice militaire conjoint avec une armée étrangère, en l'occurrence la Russie. Cet exercice, baptisé Selenga 2024, a eu lieu en août de 24 et a vu 700 militaires et 200 pièces d'équipement militaire, y compris des avions de guerre MiG-29 et Su-25, des hélicoptères Mi-8 et Mi-24 et plusieurs lance-roquettes BM-21 Grad. Historiquement, la Mongolie a maintenu un équilibre délicat dans ses relations étrangères, mais sa dépendance économique envers la Chine est trop importante pour être ignorée. En tant que premier partenaire commercial, la Chine a une grande influence sur l'économie mongole, très dépendante des exportations de ressources naturelles telles que le charbon et le cuivre. En 2022, les exportations de la Chine vers la Mongolie ont dépassé les 3 milliards de dollars. Cette dépendance pourrait inciter la Mongolie à s'aligner davantage sur les intérêts chinois, en particulier dans le contexte d'un conflit élargi. La Mongolie autoriserait au minimum les opérations chinoises vers la Sibérie. Au début, elle les soutiendrait via des forces paramilitaires. Selon l'index Global Firepower, la Mongolie dispose d'un nombre impressionnant de forces, pour un pays avec une armée d'environ 50 000 hommes. Historiquement, la Russie maintenait d'importantes forces aux frontières pour prévenir de telles attaques, mais ces forces sont désormais toutes en Ukraine, ou, pour être franc, décédées. Vu que même les sans-abri sibériens ont été incités à participer à la guerre en Ukraine, on peut supposer que l'armée populaire de libération ne rencontrerait guère de résistance dans cette région. Ainsi, ses chars de combat principaux, ZTZ 99A, ses véhicules de combat d'infanterie, ZBD 04A, et ses obusiers automoteurs PCL, 9 traverseraient simplement la Sibérie orientale. 50. Armée populaire de libération pourrait chercher à sécuriser l'utilisation de l'espace aérien mongol ou des bases aériennes pour réduire la durée des missions en Sibérie et au-delà. Qu'en est-il de la capacité des opérations chinoises à surmonter les systèmes de défense aérienne russes ? Malgré la réputation du réseau de défense aérienne russe comme l'un des plus redoutables au monde, son état actuel est bien différent. De nombreux systèmes de défense aérienne, avancés S-300 et S-400 de la Russie, ont été redéployés sur le front occidental, laissant la Sibérie et l'Extrême-Orient avec une couverture limitée. Même s'ils étaient restés en place, ils ne représenteraient probablement pas une grande menace pour la Chine. Eh bien, parce que les forces ukrainiennes ont réussi à endommager ces systèmes avec des drones seulement, et à les anéantir totalement, avec les missiles balistiques tactiques supersoniques d'Atacom. La Chine exploiterait probablement cela, à son avantage, déployant ses drones avancés et missiles pour cibler les défenses aériennes russes. Après avoir sécurisé les centres urbains clés de la Sibérie orientale, la Chine se tournerait probablement vers sa prochaine cible, la République de Sakha,
Sakha est située dans l'extrême nord-est de la Russie, ou pour être précise, dans le nord-est de la Sibérie. La République russe possède d'immenses réserves inexploitées de pétrole, gaz et minéraux, la rendant attrayante pour la Chine. Le PLAF serait probablement déployé avec hélicoptères et drones pour sécuriser les champs pétroliers et gazoducs, vu l'incapacité de la Russie à défendre cette région. N'oublions pas qu'en quelques semaines seulement, la Chine pourrait prendre le contrôle de 25% de la production pétrolière sibérienne russe. Avec une grande partie de la Sibérie et de l'Extrême-Orient conquise, la Chine n'aurait plus qu'à s'enfoncer davantage en territoire russe, vers la Russie centrale. L'objectif ultime est de s'emparer de Moscou, centre névralgique du pouvoir militaire et politique russe, cœur battant de la nation. C'est ici que la Chine ferait face à son plus grand défi. La possibilité d'une chute de Moscou pousserait probablement la Russie à utiliser des tactiques de terre brûlée, détruisant tout ce qui a de la valeur pour ralentir l'avancée chinoise. Infrastructures, lignes d'approvisionnement et actifs stratégiques seraient sacrifiés, laissant un paysage désolé et inhospitalier. Le Kremlin, conscient que la chute de Moscou entraînerait celle de la Russie, renforcerait probablement ses défenses avec toutes les forces restantes, transformant la Russie centrale en un champ de bataille d'usure. Pour la Chine, la marche vers Moscou ne serait plus rapide ni facile. Ce serait une campagne brutale et épuisante à travers un pays se battant pour sa survie même. La Chine devrait surmonter une montagne de défis pour s'approcher même de loin de Moscou. La capitale russe, située à environ 2600 miles de la République, rend une invasion terrestre logistiquement cauchemardesque. Les lignes d'approvisionnement de la Chine seraient tendues à l'extrême lors de la navigation à travers les vastes et impitoyables paysages de la région. Malgré une supériorité aérienne, maintenir une telle opération exigerait une planification, une main-d'œuvre et des ressources extraordinaires. De plus, contrairement à la Sibérie et à l'Extrême-Orient, Moscou est fortement protégé par les systèmes de défense aérienne russes. Sans même mentionner les S-300 et S-400. La première armée de défense aérienne et de missiles à des fins spéciales, chargée de défendre Moscou, a reçu son premier système S-500 en 2021. Le S-500 Prométhée est le dernier système de missiles solaires développé par la Russie. Selon les officiels militaires russes, ce système est capable d'intercepter tous les types d'armes hypersoniques modernes, jusqu'à 370 miles, et serait déjà déployé autour de l'oblast de Moscou. Il est vrai que ces affirmations proviennent de la Russie, donc nous ne pouvons pas être certains de l'efficacité réelle du système. Cependant, nous pouvons être certains que le Kremlin ne reculerait devant rien pour défendre Moscou et ses 13 millions d'habitants. Maintenant, vous pourriez demander, que se passerait-il si l'avancée de la Chine se passait exceptionnellement bien contre toute attente? Et si l'armée populaire de libération utilisait sa supériorité numérique pour menacer sérieusement Moscou? La réponse est aussi glaçante que définitive. Le Kremlin déchaînerait toute la fureur de son arsenal nucléaire. Poutine préférerait voir des régions russes en cendres, plutôt que d'assister à la capitulation de Moscou. Ainsi, l'arsenal nucléaire russe serait déployé bien avant que la Chine ne puisse atteindre la capitale de la Russie, et encore moins pénétrer ses défenses. L'arme nucléaire reste le seul atout majeur de la Russie. Sur 12 121 ogives nucléaires dans le monde, la Russie en possède 5 580. La Chine, en revanche, en a 11 fois moins, environ 500. Mais soyons honnêtes, peu importe le nombre d'ogives nucléaires que possède la Chine, une fois les armes nucléaires en jeu, c'est la fin de partie. Et pas seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. Un combat prolongé est donc un scénario plus plausible pour la Chine qu'une mission suicide sur Moscou. Quelles pourraient être les conséquences de ce conflit prolongé? Un résultat est assez certain. La Chine dominerait l'Extrême-Orient. Après tout, beaucoup d'experts croient que la Chine a déjà envahi cette région en un sens, même les politiciens russes se référant à cette région comme chinoise. Ce conflit ne ferait qu'officialiser l'invasion et renforcer l'emprise chinoise sur l'Extrême-Orient. La Chine serait également susceptible d'établir des installations militaires dans la région pour étendre son influence dans le cercle arctique, une zone d'une grande importance pour la Chine depuis 2018, lorsque le pays s'est proclamé un État quasi-arctique. Cependant, la Chine pourrait choisir de se retirer des territoires russes, occupés à la demande de l'Organisation des Nations Unies, ou pour gérer d'éventuelles instabilités politiques et économiques internes. L'un de ces défis potentiels pourrait être Taïwan. Au cœur du chaos russe, Taïwan pourrait profiter de l'inattention chinoise pour déclarer son indépendance. Évidemment, ce n'est qu'un scénario parmi d'autres, où le conflit sino-russe a des répercussions internationales. Les deux autres scénarios les plus probables impliquent une guerre totale avec plusieurs acteurs majeurs. D'autres impliquent les alliés restants de la Russie, Biélorussie, Iran et Corée du Nord ou l'OTAN. L'implication de l'OTAN pourrait, comme l'avancée de la Chine sur Moscou, mener à une apocalypse nucléaire.
Cela implique aussi que toute victoire chinoise sur la Russie serait partielle ou pyrrhique. Mais partagez-vous cet avis? Ou avez-vous un scénario en tête dans lequel la Chine pourrait conquérir totalement la Russie sans mettre le monde à plat? Ramenons également les choses un peu en arrière. Pensez-vous que la Chine lancerait même une attaque contre la Russie, peu importe combien la Russie devient faible? Certes, les deux pays ont de nombreux différends, mais la Chine obtient déjà tout ce qu'elle veut de la Russie, sans avoir à tirer un seul coup de feu. Partagez toutes vos pensées et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Allez maintenant, et regardez Poutine a peur alors que la Chine gagne du terrain en Sibérie. Ou cliquez sur cette autre vidéo.